Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravie de participer à ce premier forum sur l'importance, disons, du capital humain dans nos organisations et plus en particulier dans les entreprises donc algériennes. C'est sûr que bon, ça fait quelques années que j'y travaille. J'ai commencé ma carrière en tant que participant, j'étais psychologue du travail à l'époque, et puis j'ai fait toute ma carrière jusqu'à finir en tant que DRH d'une entreprise publique d'ailleurs, qui s'appelait ENTPL, jusqu'en 92. Donc ça fait quand même quelques années de connaissances, de travail, de rédaction de procédures, enfin tout ce qui concerne ce domaine très particulier. Donc là, je vous remercie, je remercie l'INCG pour lequel j'interviens de temps en temps et avec l'équipe de direction, on a pensé il y a très longtemps à faire cette belle école qui est partie justement d'une, je vais pas dire d'une ambition, d'un rêve, pas nécessairement que d'un manque, hein, mais d'un rêve aussi, et de l'avoir construit de cette façon-là, avec exigence, professionnalisation et une rigueur qui est très sincèrement remarquable jusqu'à ce jour pour voir comment cette école, même si elle a quelques années qui sont courtes, quand même 10 ans, c'est pas beaucoup, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc voilà. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors je crois que mon temps est un temps de présentation et peut-être un temps de questions si vous en avez, je ne sais pas, avec le décalage du timing, je ne sais pas ce que ça va donner. Et donc du coup, je me disais, non pas il ne s'agit pas de convaincre les gens de l'importance du capital humain. Je crois que pour tout le monde c'est une évidence. La question c'est qu'il faudrait que ça soit un peu plus concret. C'est-à-dire, c'est pas que ça sert à quoi. Oui, l'être humain, indispensable, les technologies, oui, mais en fait, il faut être plus précis, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, d'établir un lien direct et concret entre la fonction RH comme levier de performance des entreprises. Alors, on en parle. Et ça fait pas mal d'années que j'en parle, mais on va essayer là, rapidement bien sûr, de travailler sur cet aspect-là. Voilà. Alors, donc nos objectifs pour aujourd'hui, c'est 3 ou 4 points. Comment la fonction RH contribue à la performance de l'entreprise? On va entrer dans cette performance, hein, tout le monde parle de performance, mais on va entrer dans la performance par le biais justement d'une dimension particulière du capital humain, qui serait l'engagement, d'accord ? L'engagement du personnel. Donc, comme l'engagement du personnel et des équipes comme contribution directe, j'utilise des mots à bon escient, direct et pas indirect, à la performance de l'entreprise. Et en conséquence, la nécessité et en quoi la professionnalisation donc de cette fonction est un vecteur de performance pour l'entreprise. Alors, j'avais des petites choses à faire, je ne sais pas si je vais y arriver. Je voulais tout simplement utiliser, donc j'ai bien écouté mes collègues sur la présentation. La pédagogie est quelque chose de très important dans le transfert. Il y a l'enseignement universitaire et il y a des écoles comme celle-là qui, elles, forment par l'action. Il y a la compréhension et il y a l'action. Donc on va essayer d'utiliser aussi des méthodes pédagogiques qui vont peut-être changer aussi l'interactivité et faciliter peut-être la compréhension. Je ne dis pas que vous allez tout comprendre à la fin, mais faciliter cela. Je vais vous poser une question rapide puisque est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez, dans votre entreprise, il y a bien sûr une vision stratégique? À main, comme on dit, à main levée, est-ce que dans vos entreprises, il y a une vision stratégique? Oui, non? Oui, une stratégie d'entreprise. Est-ce qu'il y en a une? Oui? Alors, ceux qui n'ont répondu, qui ont répondu oui, tant mieux. Ceux qui n'ont pas répondu, ça veut dire qu'il n'y en a pas? Ou vous ne la connaissez pas? Ou elle n'est pas claire? C'est bien ça? On va rester là-dedans. Donc, si je compte le nombre de personnes qui ont dit « j'ai une vision claire », oui, je sais que dans mon entreprise, il y a une vision claire et connue, il n'y a pas grand monde qui a levé la main. Donc là, déjà, on met le doigt sur quelque chose d'assez intéressant.
En quoi, comment une organisation peut-elle fonctionner sans savoir exactement où est-ce qu'elle va? Donc, la vision, alors ça ne veut pas dire qu'on ne change pas de vision. Hein. Je dis tout simplement que la vision doit être claire, au moins pour le dirigeant. Après, est-ce qu'elle est claire et elle est connue et partagée avec le reste du personnel? Ça, c'est une autre histoire. Donc, la première question, point d'interrogation. Vous allez voir que ces questions sont importantes parce que quand, personnellement, moi, je fais un audit RH, je pose cette première question. Est-ce que l'entreprise a une vision? Parce qu'on ne peut pas penser une fonction RH si, déjà, on ne sait pas où on va. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez gérer des individus si déjà l'entreprise ne sait pas ou n'a pas clarifié où elle va? Quel type de compétences? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc c'est une question fondamentale. La deuxième, c'est si cette vision n'est pas connue, automatiquement on va avoir un certain nombre de problèmes. L'élément que je voudrais aussi vous demander, c'est qu'aujourd'hui, là, vous avez ce qu'on appelle des degrés de maturité de la fonction RH. La fonction RH progresse, d'accord? Donc, elle a plusieurs étapes. La première étape, elle est prestataire de service. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire la paye, elle va faire un peu de reporting et elle va faire un peu de gestion sociale, d'accord? Ensuite, lorsque elle devient mature, et ce n'est pas une question de taille, hein, comprenez bien, ce n'est pas une question de taille de l'entreprise. Ça peut être une très petite PME et on peut avoir une fonction RH plus mature. Le deuxième degré, c'est là, on a des experts. La fonction RH devient expertise. Elle va proposer ses expertises à ses managers et à son dirigeant. Là, elle va apporter des informations, une spécialisation, une professionnalisation dans le cadre du recrutement, de l'évaluation, de la formation, de la gestion de carrière. Ça, c'est le stade numéro 2. Puis nous avons un stade numéro 3, où elle accompagne la transformation. Un stade numéro 4, elle devient un véritable partenaire stratégique. Et la 5, elle participe à la stratégie. Je vous demande juste de réfléchir chacun de votre coin pour vous dire, chez moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, je pense qu'on est à quel stade, d'après vous? Et puis vous le notez pour vous. Alors bien sûr, je vous poserai la question, où est-ce que vous êtes en majorité? Alors, ceux qui pensent qu'ils sont au stade 5, vous levez la main. Super, ah ben voyez. Ça existe, 2, très bien. Donc là, la fonction RH, je reformule, la fonction RH, c'est une fonction qui participe à la stratégie de votre entreprise. Excellent. Donc, je vais revenir à la première, ceux qui pensent qu'ils sont plutôt au niveau 1. Un seul? D'accord. Niveau 2, alors. Je vais avoir un afflux, là. Niveau 2. Niveau 3, pas grand monde, un petit peu. Alors, bien sûr, on n'est pas, ça veut dire que là, on fonctionne, on augmente, on commence là, 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 et puis on termine là. Donc, vous voyez un peu l'ambition que peut avoir la fonction RH. Je vous avoue que moi, chaque fois que j'interviens, j'entends qu'il y a des petits bouts de chaque. En général, la première ici, elle est vraiment faite, plus ou moins. Hein, mais si on calcule le nombre, l'excitation qu'ont toutes les personnes à la fin du mois pour savoir si la paye va sortir, moi, ça m'inquiète. Vous comprenez? La paye. Pas possible, ça. C'est-à-dire la fonction RH, elle fait que la paye. Donc, en fait, elle s'excite juste pour la paye. Mais on ne peut pas avoir un mois de réflexion sur la paye. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand on est à ce stade-là, on est vraiment très, très loin et très éloigné. Très éloigné. D'accord? Bien. Donc maintenant, on va essayer de travailler sur... Bon, je passe mes questions parce qu'elles étaient plutôt liées à mon WooClap. Donc pour aller au-delà des perceptions, elle est bien, elle n'est pas bien, elle fait son travail, elle ne fait pas son travail, on ne la connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. On va essayer de la positionner par rapport au maître mot d'une entreprise, à savoir la performance. Donc, au-delà des perceptions, on va choisir un critère de référence. Donc, on va mesurer la participation, la contribution de la fonction RH à la performance de l'entreprise. Alors, la performance de l'entreprise vue par la fonction RH. Alors, d'après, quelles sont les contributions de la fonction RH à la création de la valeur?
Alors, quand on fait ça, on se retrouve... Alors, nous avons des indicateurs. Il y en a certains avec lesquels vous êtes très familiers. Donc, on a les indicateurs qui se portent sur l'axe financier, qui s'appellent les KPI, d'accord ? Nous avons des indicateurs qui sont sur les processus internes que souvent les gens appellent KPI, c'est bien ça. Donc, ce sont les Key Performance Indicators, ok ? Vous avez ensuite d'autres indicateurs sur l'axe humain, l'axe capital humain, qui s'appelle les KKI, Key Knowledge Indicator, d'accord, et qui concerne la capacité de mobilisation et la gestion des compétences. Et de l'autre côté, vous avez l'axe managérial, qui est le Key Behavior Indicator, qui concerne le leadership et le management. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ça. Je sais que l'axe des KPI, ça fait partie de la culture dans les entreprises, plus ou moins, mais les axes financiers, les indicateurs financiers, je pense que oui. Les deux indicateurs, les deux dimensions sont un peu plus, peut-être un peu plus nouvelles, et donc on les mesure. On mesure tout ça. Donc en fait, quand on regarde la fonction RH, en fait, la contribution de la fonction RH aux indicateurs de performance. On ne peut pas porter un jugement sur la fonction RH si on ne mesure pas son apport et ses effets sur les indicateurs qui structurent l'activité de l'entreprise. Donc, en fait, vous avez ici la fonction RH qui va contribuer, alors je ne sais pas, sur les KPI par exemple, c'est la gestion des talents. Alors pourquoi on s'occupe de la gestion des talents ? Eh bien, on va choisir la bonne personne au bon endroit, et surtout, on va réduire les coûts de recrutement. Pourquoi ? Parce que si on a choisi la bonne personne, eh ben, le turnover va diminuer, et donc du coup, on va avoir quelqu'un qui va être plus stable. On pourra investir sur lui, et on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Donc, en général, dans le recrutement, alors après, on va rentrer dans la spécialisation, dans la professionnalisation du recrutement, on ne va pas chercher que quelqu'un qui a des compétences techniques. Si vous avez bien fait attention tout à l'heure dans la présentation de ma collègue Dalia, elle parlait de hard, de soft. Donc on voit bien aujourd'hui que la compétence n'est pas seulement une partie technique. On ne peut pas s'occuper seulement de la partie technique. Alors je sais que vous avez des problèmes avec des techniciens, je vais dire, mais la partie soft, c'est-à-dire toutes ces capacités, toutes ces compétences-là qu'on appelle soft skills, aujourd'hui sont indispensables pour pouvoir tenir la capacité technique. D'accord ? Donc ici, vous en avez sur les KPI, la productivité des entreprises augmente, on le sait, les études, je vais vous en démontrer quelques-unes plus tard, de 20% quand elles investissent dans le développement des compétences. Les chiffres que je vais vous donner ici sont des chiffres réels. Ce sont des chiffres des entreprises, des études ont été faites pour démontrer justement l'importance et la contribution de la fonction RH. Sur, par exemple, le knowledge, le Key Knowledge Indicator et sur l'axe managérial, nous savons que le ROI de certains programmes de formation, le chiffre que je vous donne, je ne me suis pas trompée, hein, je n'ai pas ajouté un chiffre, c'est bien de 353%. C'est-à-dire que lorsqu'on investit dans de la formation, le ROI peut augmenter de 350% par rapport à ce qui était visé. C'est énorme. Et j'espère que vous me ferez, vous m'accorderez, comment je vais dire ça, la reconnaissance de ce que je dis, parce que je n'invente rien, d'accord ? Voilà. La deuxième, c'est si on va s'occuper justement de la fonction RH, de sa contribution, on va encore entrer dans une petite boîte et on va le faire par rapport à l'engagement des employés comme source de performance. Vous voyez, je ne parle pas seulement de la compétence. Je parle d'un axe qui est souvent pas vu, qui est l'axe de l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est que engager ? D'accord ? Qu'est-ce que c'est que l'engagement au travail ? Alors, l'engagement au travail, il a une première définition, c'est le sentiment d'attachement qu'éprouve un employé envers son entreprise ou son organisation. C'est-à-dire comment l'individu se sent attaché, intéressé, comment il va s'impliquer. C'est-à-dire ce qui se passe dans son entreprise, ça l'intéresse.
Maintenant, non, effectivement, vous allez entendre des gens qui vous disent « Ah ben moi, je viens, je fais mon travail, je m'en vais ». Bon, je ne suis pas sûre qu'ils soient attachés. Donc, par contre, il y en a d'autres qui disent, je sais pas, j'aime mon entreprise, je vais me casser la tête, alors j'ai trouvé la solution. Ça, ce sont des signes de l'engagement. Donc, les gens ne viennent pas tout simplement faire quelque chose par rapport à leurs compétences, ils participent aussi sur une autre dimension. L'engagement s'exprime. Comment s'exprime cet engagement? Il s'exprime par la loyauté. Hein? Il s'exprime par « je reconnais la culture et les valeurs de mon entreprise ». Il s'exprime par « j'assume ma responsabilité dans l'exécution des objectifs que l'on m'a fixés ». J'éprouve un sentiment de sécurité. Quand je suis dans mon entreprise, alors après nous on a des mots « tbréni » ou « le tbréni »,« je suis brouni » ou « le brouni ». C'est ce sentiment et d'appartenance et de se sentir pas bien parce que vous n'allez pas leur offrir quelque chose d'extraordinaire, mais ils se sentent en sécurité. Alors, on peut mesurer la sécurité sur la prise en considération des conditions de travail, de la santé, je ne sais pas moi, des douches, par exemple, ou bien de là où les gens se changent. Est-ce que tous ces éléments-là, on a beau dire c'est pas grave, ou là des bureaux dont il manque un pied, dont la fenêtre est cassée. Je vous assure que c'est très très important. Vous allez me dire, mais c'est pas important. Si, c'est important, parce que c'est pas une question seulement de sécurité, c'est une question de se sentir bien. Alors, on n'est pas obligé de donner des bureaux avec des chaises longues, mais quand même, tout ça reste quand même quelque chose d'important. Il se sent valorisé, et dans cette entreprise, on développe ses compétences et son employabilité. Alors, comment ça se fait? Quelles sont les activités qui renforcent l'engagement? Eh bien, la communication, par exemple. Vous avez aussi l'évaluation. Alors, en quoi l'évaluation, c'est-à-dire dire à quelqu'un ce qu'il a fait est bien ou pas bien, est quelque chose qui est important pour s'engager? Ben, si on lui dit que ce qui ne va pas bien, déjà, c'est pas normal. Et quand on va lui dire, ben ça c'est très bien, puis il va falloir que tu travailles un peu plus sur ces aspects-là. Donc l'évaluation est quelque chose d'important qui renforce la confiance en soi. Donc d'accord? Mais quand il n'y a pas d'évaluation, quand les objectifs sont flous, c'est sûr que les gens n'arrivent pas à se positionner et surtout l'entreprise n'arrive pas à évaluer. Et ça, c'est important. Vous avez aussi l'identité et les valeurs. Est-ce que je me sens bien dans cette entreprise? Vous avez aussi l'évolution de carrière et vous avez le développement des compétences. Donc en fait, on est en train de regarder que l'engagement des personnes est un levier de compétence, est un levier de performance, et ce levier de performance fait partie de la fonction essentiellement RH. Alors, je vais les passer tous comme ça. Donc, les études ont montré qu'il y a des liens entre l'engagement au travail et la profitabilité. D'accord? Donc, on voit que la profitabilité peut augmenter de 50%. La performance opérationnelle peut augmenter de 40%. Elle augmente jusqu'à 40%. C'est-à-dire que lorsque la fonction RH est active, vraiment, avec le levier de l'engagement, je parle que de l'engagement, je ne parle pas du reste, la personne est engagée, la performance opérationnelle peut augmenter jusqu'à 40%. Vous avez la satisfaction client. Voilà, ce sont des chiffres, 12%. Vous avez la productivité, 18%. Et vous avez le turnover qui diminue de 14%. Un élément aussi très important qui peut intéresser nos collègues, nos leaders ici présents, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait l'évaluation, et quand un fonds d'investissement vient vous voir, il mesure l'engagement des personnes comme étant un actif de votre entreprise. D'accord? C'est un indicateur. Il y a les indicateurs financiers, il y a les indicateurs de vente, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a aussi, en termes de capital humain, la partie qui concerne justement l'engagement des personnes. Donc on voit bien que c'est un tout qui contribue à donner justement cette importance à l'engagement.
Alors, je me suis permis de vous présenter ici des chiffres de 2024. D'accord ? Donc, l'étude est sortie au mois de janvier. Alors, cet institut, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un institut américain qui est excessivement reconnu dans le monde entier, d'accord ? Et qui calcule donc l'engagement des collaborateurs. Alors, il vient de sortir son dernier rapport et il dit que le manque, écoutez bien, le manque d'engagement des salariés coûte cher à l'économie mondiale. Il représente entre 8 900 milliards de dollars. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le manque d'engagement. Et là, il a fait ces petits dessins. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez ici en bas les personnes qui ne sont pas engagées et les personnes qui sont engagées par pays. Je vous laisse regarder. Moi, ma question, c'est toujours où on va mettre l'Algérie. Si la France est à cette position-là, regardez, c'est 7%. On estime que 7% de la population au travail française est engagée. Donc on va faire un petit raccourci, on va dire donc ça veut dire que 7% de la population qui participe fait un peu le résultat que vous connaissez aujourd'hui des résultats du PIB français. Vous imaginez un petit peu si on augmentait un peu plus, qu'est-ce que ça donnerait? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Avec le peu d'engagement, 7% c'est rien, voilà qu'est-ce qu'on a. Alors vous avez d'autres pays. Donc j'avais travaillé aussi sur les Émirats. Les Émirats, c'est 25%. Les 25% de personnes pensent qu'elles sont engagées dans leur travail. D'accord? Alors c'est pas, vous allez me dire, oui, ils payent bien, ils donnent des salaires, etc. Monsieur ou madame Galoup, je ne sais pas, la rémunération est un élément, mais il y en a 18. Il y a 18 autres éléments qui entrent en jeu pour évaluer la notion de satisfaction et d'engagement au travail. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde aujourd'hui, Heidi, la fonction RH, il faut la regarder comme levier de performance. Et à l'intérieur, il y a un deuxième bon levier qui est très facile, qui s'appelle l'engagement des collaborateurs et collaboratrices. Alors, je n'ai pas regardé mon temps. Donc là, j'avais fait un tableau juste pour bien fixer les liens qui existent entre les indicateurs de performance, les résultats et ce que peut faire la fonction RH. D'accord? En quoi elle est concernée par sa contribution avec des réductions de coûts, de la rétention des talents. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Voilà, elle va faire une marque employeur. Alors, moi, je suis intervenue il n'y a pas très longtemps et j'ai parlé de la marque employeur. Oh, on m'a dit en Algérie, la marque employeur. Écoutez, si chaque fois qu'on propose quelque chose, on a ce retour, oh, ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Puisque aujourd'hui, il y a des entreprises, on se dit, ah, moi, j'aimerais bien aller travailler là. Alors, quand on dit là, bien sûr, on est bien payé. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout, si on pense à la génération, cette génération qui arrive de jeunes, elle a besoin aussi qu'on l'écoute, elle a besoin qu'on la fasse participer, elle a besoin, elle aussi, de créer des choses. Donc, on est dans une nouvelle génération. Et si vous voulez que vos entreprises et toutes les entreprises perdurent, eh ben, c'est sûrement pas en pensant à des gens, je sais pas, de mon âge ou de votre âge, mais plutôt à la jeunesse, parce que ce sont eux qui vont perpétuer vos entreprises. On est bien d'accord? Voilà, donc je vais un peu plus loin avec... alors, si l'objectif, justement, est de favoriser le niveau d'engagement maximal, il faut donc construire la performance RH à partir des clients. Donc, on parle beaucoup des clients externes, on parle rarement du client interne. La fonction RH a 3 clients particuliers. Le premier client, c'est les employés, c'est son client. Le deuxième, c'est les managers. Et le troisième, c'est le dirigeant. Alors, vous les mettez dans l'ordre. On va dire que le premier, c'est le dirigeant. J'ai pas de problème avec ça. Ensuite, on va parler des employés et des managers. Et pour chacun, on va demander, mais de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous attendez de la fonction RH? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? La fonction RH est une fonction support. C'est une fonction de soutien à la performance.
D'accord ? Donc, il faut qu'elle soutienne les problèmes des managers. Ils ne savent pas, il y en a un qui ne veut pas travailler dans son équipe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il toque à la porte de la RH, il faudrait qu'elle l'aide. J'ai besoin d'un bon employé, un recrutement. Donc, je dois m'assurer en tant que fonction RH que je suis professionnelle, que j'ai bien entendu, que j'ai bien compris de quoi a besoin ce manager. Alors on va faire, oui, grutier, mais grutier, oui, il est extraordinaire sur le plan de la technique, mais qu'est-ce qu'il a un sale caractère. Donc on ne peut pas travailler avec lui. D'accord ? Donc ces aspects-là, normalement, la professionnalisation du recruteur, la fonction recrutement, c'est une fonction qui réfléchit et qui va apporter des solutions. D'accord ? Et qui va aider les managers. Donc là, je vous ai mis très rapidement les attentes des uns et des autres. Le dirigeant, lui, qu'est-ce qu'il veut de la fonction RH ? Il veut que ça soit des experts et des professionnels qui ne lui disent pas, comme on entend toujours, c'est pas possible, ou la réglementation, ou la paye. Il veut pas entendre ça. C'est vrai que ça existe, mais c'est pas ça dont il a besoin. Il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin que ses employés reçoivent les services, il a besoin aussi d'avoir un bon climat de travail pour que les gens restent et continuent dans son entreprise. Donc voilà à peu près les attentes des uns et des autres. Et puis, donc en fait, nous avons ici une fonction RH qui devient une fonction crédible, parce que c'est une fonction RH intégrée au business. Elle est à l'intérieur du business. C'est pas les gens d'un côté, les machines de l'autre, non. La fonction RH doit être intégrée complète, comme le reste, au business. Et donc, elle doit connaître les métiers, elle doit bâtir une main-d'œuvre agile. Alors j'entendais parler tout à l'heure du certificat de l'agilité. L'agilité, c'est, on va dire, facilement 70% de soft skills. D'accord ? 70%. Alors c'est vrai que nos Algériens sont très agiles. On a toujours attaché des morceaux. On a toujours été confrontés à des environnements très difficiles. Et on s'en est toujours sorti. La question, c'est qu'on a rarement capitalisé sur ces compétences-là. C'est-à-dire... Allez, c'est pas... on a l'habitude de faire. De l'autre côté, vous avez être en position de client-fournisseur. C'est-à-dire que lorsqu'un employé vient demander de l'aide ou vient parler de quelque chose à la RH, il faudrait que les RH l'écoutent, le soutiennent et lui disent pas, je sais pas, la réglementation, les contrats, comme on a le contrat, il faut donner les déclarations sociales, niveau, mais niveau. C'est un niveau 0 à la fonction RH, 0. Pour vous montrer aujourd'hui comment un institut Gallup, aujourd'hui, en 2024, vous dit que l'engagement des personnes, c'est la source de la performance. Je peux vous laisser le troisième, c'est recruter, fidéliser les talents. On a aujourd'hui, ils nous disent, 1000 dinars, ils vous quittent pour 1000 dinars. Mais comment un employé peut vous quitter pour 1000 dinars ? Il y a quelque chose qui... Soit il n'a pas compris, soit il y a quelque chose que vous ne lui avez pas fait comprendre. Est-ce qu'on quitte une entreprise pour 1000 dinars ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été... La personne qu'on a choisie, on l'a mal choisie au départ, puisque pour 1000 dinars, elle nous aurait quitté déjà. Deuxièmement, comment on a fait pour l'intégrer ? Qu'est-ce qu'on lui a vendu ? On lui a vendu quoi ? On lui a vendu quelque chose. Et ensuite, toi, tu es venu, je sais pas, tu t'appelles Abdelkader, elle est belle que blabik men'ishouch. Là, jamais, oui, donc je suis quelqu'un d'important. Oui, bien sûr, tu es quelqu'un d'important pour nous. Donc, si les employés ne se sentent pas importants, pour un oui, pour un non, ils vont vous quitter. C'est pas plus compliqué que ça. Un tant soit peu que le marché du travail, il est excessivement faible en Algérie, tendu. Il y a beaucoup de choses. Donc la question, c'est que lorsque j'en ai un, il faut que je le garde. D'abord, il faut que je le trouve. Et il faut que je le garde. Et nous, on pense, non, c'est la grille de salaire. Je suis impressionnée. Je ne connais même pas. Dans tous les pays du monde, vous cliquez quel est le salaire moyen je ne sais pas, du poste d'opérateur machine. En Algérie, tu as beau cliquer, tu trouves rien. On n'a pas d'idée.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la professionnalisation, c'est les RH qui vont l'apporter. Ils vont faire des enquêtes de benchmark. Ils vont aller voir dans les autres entreprises comment ça se passe. Ils vont faire ce travail et ils vont essayer de donner le salaire le plus juste, et bien sûr de donner je ne vais pas dire travailler sur des conditions de travail, mais de donner un espace à cette personne, surtout si elle est importante. Donc on ne va pas faire ça pour tout le monde. Par contre, sur les métiers stratégiques, et là c'est la RH qui parle, sur les métiers stratégiques, sur les compétences stratégiques, il faut que j'ai ma réserve. Ma réserve. Donc, je ne vais pas garder tout le monde, je ne vais pas investir de la même façon sur tout le monde. Par contre, j'ai une démarche. Métier stratégique, compétences stratégiques, et là, les personnes, il faut absolument qu'elles soient là. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oui, alors voilà. Les DRH, entre rêve et réalité, pour souvent les DRH qui sont là, c'est un métier qui est passionné et passionnant, mais c'est un métier qui a un quotidien difficile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les mal-aimés, enfin bref, je reste à ce niveau. Donc, les perceptions de la fonction RH, elles ne sont pas très positives actuellement. Alors, les employés pensent que la RH, elle est soumise à la direction, que ils sont tout nèches, qui ne tiennent pas compte de nos difficultés, qui nous imposent beaucoup de choses, qui ne sont jamais disponibles, ils ne sont jamais là. Hein ? Alors, les dirigeants, eux, ils disent quoi ? Ils ne font pas leur travail, ils ne s'adaptent pas, ils sont trop dans la réglementation, ils manquent d'informations fiables, et donc les DRH, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas reconnus, hein ? Qu'ils sont obligés de faire des choses, des fois, contre la loi. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Hein ? Ils reçoivent des consignes floues, et souvent, on leur demande de faire des actions qui sont, je ne vais pas dire contre la réglementation, mais on te dit, tu ne peux pas tourner, alors je fais l'inspecteur du travail, et bien sûr, c'est le bureau des shikayettes. D'accord ? Donc, vous comprenez qu'on a une fonction RH qui n'est pas en très bon état elle-même, hein, qui n'est pas très heureuse. Donc, situation difficile des entreprises, fonction RH, je ne vais pas dire faible, je vais dire tout simplement, on est en train d'analyser un contexte, c'est tout. Donc il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont... Et ça vient, et j'en suis ravie. Donc, alors je ne sais pas qu'est-ce que j'avais... Voilà, alors et après, la performance RH, c'est l'affaire de tous. Hein ? C'est l'affaire de tous. Ça ne peut pas être que l'affaire de la fonction. Et une fonction qui ne se professionnalise pas, une fonction qui n'a pas les techniques, parce que quand vous savez, avec la technique, on apprend beaucoup de choses. Alors moi, j'ai souvent un petit exemple, je ne sais pas, même si je suis une femme et je cuisine, souvent, quand j'ai 2 œufs, je vais faire une omelette. Il y en a qui, avec 2 œufs, vous font beaucoup de choses. Vous pensez que parce qu'ils sont... Non, ils ont de la technique. Donc, si vous êtes confronté à un certain nombre de problèmes, si le professionnel qui est en face de vous n'a pas la technique pour peut-être trouver une autre solution, je ne vais pas dire la contourner, mais peut-être juste réfléchir de manière différente, voilà. Donc, la professionnalisation de nos experts de la fonction ressources humaines est indispensable. Spécialisation dans le recrutement. Spécialisation dans la communication, spécialisation dans la gestion de la communication. On est tous algériens, et moi aussi. C'est-à-dire, l'échange. Et croyez-moi que dans le travail, c'est compliqué. C'est compliqué. Des fois, c'est bien. Alors, on dit rarement c'est bien, mais des fois, c'est pas bien. Alors, comment on dit c'est pas bien ? Ça aussi, ça s'apprend. Les managers qui sont en confrontation avec la production, avec le shikayet, avec les problèmes, ils ont besoin d'être aidés. Pour cela, la fonction RH, elle aussi, elle joue ce rôle-là. Donc, je ne sais pas ce que j'ai derrière encore. Je pense que j'ai terminé. Alors, oui, quels sont, d'après vous, les axes prioritaires sur lesquels la fonction RH devrait se concentrer ? Nous, on pense qu'il faut d'abord qu'on ait une vision RH claire.
Donc, mais c'est difficile que si on n'a pas une vision d'entreprise, c'est difficile d'avoir une vision RH. Le deuxième point, c'est qu'il faut partager la fonction RH avec le management. D'accord ? Le manager, pour nous, c'est le premier RH. C'est lui qui est confronté tous les jours aux équipes. D'accord ? Donc, la fonction RH, c'est une fonction de soutien au manager. Mais celui qui est le premier qui fait de la RH, c'est le manager opérationnel, le chef d'équipe, c'est lui. Donc nous, dans notre tête aujourd'hui, c'est lui qu'il faut former à la fonction RH. Pas tout, mais c'est lui qui va nous dire « j'ai besoin de telles compétences », qui va nous dire, qui fait j'évalue la personne, donc en fait, la cible réelle de la performance, c'est les managers. Donc plus on va donner de l'information aux managers, plus on va les renforcer, et ils ont cet aspect RH, ils l'ont, puisque tous les matins, il est confronté à son équipe. D'accord ? Il faut qu'il les fasse travailler, et évolution, c'est pas la RH qui fait ça. Celui qui parle le premier, c'est le manager, puisqu'il chauffe, puisqu'il yaraf. Même le manager, il va voir la RH, et il parle avec elle, et il dit voilà. Mais sinon, le premier. Donc, nous, on a une approche, le RH, le manager, premier RH. Voilà. Et cette expérience, personnellement, moi, je l'ai tentée. Oredo le fait depuis très longtemps. Je parle souvent de l'entreprise Chiali, le fait depuis très longtemps. Toutes ces entreprises, elles ont compris qu'il faut investir, pas seulement sur le manager, sur les techniques managériales, mais sur la partie RH du management. Voilà, donc le partage, la troisième, c'est la formation et la professionnalisation. C'est pas tout le monde qui peut s'improviser recruteur, enfin, c'est pas possible. Même un dirigeant, je comprends pas comment du jour au lendemain, là, نعرف هو هذا مليح هذا ماشي مليح. Je sais pas moi, c'est pas une pastèque quoi. Enfin, on tape pas dessus pour savoir si elle est mûre ou pas quand même. Enfin, je sais pas, soyons raisonnables. Ou là, c'est un être humain. Vous comprenez ? Lui-même, il ne se connaît pas. Et quelqu'un d'autre, il vient en 2 minutes, il te le claque, ça y est, c'est bon. Maintenant, avec la technique, on peut, je vais dire, c'est pas qu'on est sûr, mais on va peut-être moins se tromper, comme diraient mes collègues canadiens. On va moins se tromper. Le quatrième point, le conseil. Le RH va venir apporter du conseil. Après, il va conseiller son dirigeant. Moi, si vous faites comme ça, voilà les points forts et les points faibles. Et si vous faites comme ça, voilà les points forts et les points faibles. Maintenant, c'est vous. D'accord. Mais le dirigeant qui écoute un conseil de son RH, c'est un conseil qui est structuré. C'est pas là, c'est pas... OK, donc... Et le cinquième point, aujourd'hui, c'est la digitalisation des systèmes SIRH. Je suis toujours impressionnée de voir que presque on fait la paye à la main. Enfin, je sais pas moi, vous avez tous des téléphones là. كل واحد قاعد النهار الجيري قاعد في النهار وهي سكرول وكي تجي في لا باي تشفد الكارت ولا البوينتاج وتبقاها هذا جا هذا ما جاش. Juste regarder un petit peu l'écart qui peut exister entre l'utilisation de la technologie. Voilà. Il y a même des entreprises qui ont externalisé leur paye. Externalisé, c'est-à-dire c'est même pas eux qui font la paye, ils la donnent à des entreprises qui font les payes. Quand je sens le problème que ça occupe, c'est énorme. Un SIRH qui vérifie que les contrats arrivent à terme, qu'il faut arrêter le contrat parce que c'est un CDD au bout de 6 mois. On n'a pas besoin que quelqu'un fasse les dossiers, c'est fini tout ça, c'est terminé. Et je vous assure que souvent on surévalue le prix d'un logiciel de cette nature, mais ça rapporte beaucoup. Et pendant ce temps-là, le RH ou les RH vont faire autre chose. Ils vont vraiment s'occuper des gens, ils vont vraiment aller chercher la communication, ils vont chercher vraiment comment l'individu il performe, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le manager qui a des difficultés dans son équipe. Ça, c'est leur métier. C'est pas leur métier de faire la paye. Aujourd'hui, on a un logiciel pour la faire. Vous comprenez ? Alors, je sais que c'est peut-être un investissement, mais c'est un investissement qui rapporte. Voilà, moi je pense avoir terminé. Je vous remercie, je pense que j'avais fait un petit truc.
Oui, alors là, je ne rentre pas là-dedans, hein, on verra un autre jour. Mais je vous remercie de votre attention et je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser.